Le temps s'est figé dans la grande salle de la Southern District Courthouse. Les sièges du public sont vides, les caméras interdites, et derrière une porte capitonnée, 12 anonymes débattent de l'avenir d'un titan. Dans quelques heures, peut-être, Sean Diddy Combs entendra un simple mot, coupable ou non, qui décidera si son nom restera gravé dans le marbre du hip-hop ou s'éteindra derrière des barreaux de béton. Chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un battement de cœur collectif. 8 semaines de témoignages crus, de larmes et de révélations publiques ont laissé le jury face à un puzzle épineux. 5 chefs d'inculpation fédéraux, couvrant 20 ans d'allégations de complot racketteurs, de trafic sexuel et de transport pour prostitution. Tous doivent être examinés un par un, aucun doute raisonnable ne doit subsister et l'unanimité est obligatoire pour envoyer l'icône au pénitencier pour le reste de ses jours. La défense clame qu'il ne s'agit que de fantasmes malveillants, d'ex-amantes rancunières et de deals privés réchauffés par les réseaux sociaux. Le gouvernement réplique qu'il dirigeait une véritable entreprise de prédation, huilée par la peur, l'argent et le silence. Entre ces deux récits, 12 voix doivent fusionner en une seule vérité, tandis qu'une première note du jury a déjà fait vaciller la sérénité du juge. Un des jurés aurait du mal à suivre les consignes. L'enjeu dépasse le sort d'un seul homme. Les contrats d'alcool à plusieurs millions, les parts de révolte, le catalogue Bad Boy et l'image même d'un genre musical sont suspendus au verdict. Et ceux qui ont témoigné, protégés par des pseudonymes ou des accords d'immunité, retiennent leur souffle dans l'ombre, redoutant soit la vindicte, soit le vide laissé par une justice inachevée. Mais pour saisir la portée de cette dernière ligne droite, il faut d'abord ouvrir le dossier complet que les procureurs ont dressé contre l'Empire Combs. Plongeons dans la première pièce à conviction. Le gouvernement accuse Diddy d'avoir tissé de 2004 à 2024 une toile clandestine baptisée par l'accusation Combs Enterprise. Au cœur de cette toile, au moins 2 actes criminels majeurs, tous les 10 ans, sont exigés pour activer la redoutable loi RICO. Kidnapping supposé, corruption alléguée, intimidation de témoins, distribution de stupéfiants, mais surtout trafic sexuel et transport orchestré pour la prostitution. Autant de fils que les procureurs prétendent voir converger vers un seul cerveau, celui du magnate. Le premier chef d'inculpation, complot racketteur, fonctionne comme un filet serré. Il ne réclame pas une preuve écrite, seulement la démonstration d'un accord tacite et durable qui aurait enrichi l'organisation et maintenu sa structure à travers les années. 2 actes prouvés suffisent, à condition qu'ils aient eu un impact sur le commerce entre États. C'est ici que les témoignages de Cassie Ventura, de Jane et de Mia deviennent centraux. Soirée privée nudgée par l'alcool, voyage en jet pour des freak-offs, vidéos compromettantes gardées en réserve. Chaque anecdote est censée attester d'une mécanique répétée et lucrative. Les chefs 2 et 4 ciblent un trafic sexuel présumé. Cassie, de 2009 à 2018, Jane, de 2019 à 2024. Les procureurs martèlent que Diddy contrôlait leurs déplacements, leurs comptes bancaires et leurs compagnies, moyennant promesses de carrière ou menaces plus sombres. Pour soutenir ces assertions, le FBI a produit des relevés de billets d'avion privés, des messages cryptés et les visites médicales forcées consignées par des cliniques partenaires. Les chefs 3 et 5 reprochent aux rappeurs d'avoir organisé, fait réserver ou payer des trajets, parfois de simples billets d'avion, dans le but de prostitution. La loi n'exige pas que la prostitution soit l'unique finalité du voyage. Il suffit que ce soit l'un des objectifs connus ou acceptés. Un échange de messages dévoilé au tribunal montre un assistant commandant un vol one-way pour Cassie, vers Miami, assorti de l'emoji gorille, devenu le code interne d'une nuit, tout est permis, selon le témoignage d'une ex-stagiaire. Pour juger ces 5 chefs, le jury est aussi confronté à sa propre diversité. 8 hommes, 4 femmes, âgés de 30 à 74 ans, du Bronx à Westchester, analystes financiers ou masseuses, et désormais gardiens d'un verdict qui pourrait bouleverser l'industrie du divertissement. Tous ont juré de mettre de côté leurs préjugés, mais dans ce procès saturé de célébrités, la neutralité est un exercice d'équilibriste. Mais avant d'écouter les voix qui se sont élevées contre le mogul, une question brûle les lèvres. Que racontent réellement celles et ceux qui disent avoir vécu l'envers du décor? À la barre, Cassie Ventura s'est avancée la tête haute mais la voix brisée. Autrefois muse et partenaire créative, elle raconte des nuits à traverser les États en jet privé, escortée vers des fêtes baptisées « freak-offs » où rien n'était vraiment laissé au hasard,
Alcool à flot, caméra toujours prête, désir d'obéissance absolue. Elle décrit un cercle étouffant de promesses de carrière troquées contre l'abandon total de sa liberté. Dans le silence de la salle, chaque détail résonne comme un clou planté dans le vernis glamour de l'Empire Combs. 2 témoins anonymes, présentés sous les pseudonymes Jane et Mia, ont pris le relais dans un murmure tremblant. Elles relatent des convocations de dernière minute, des billets aller simples vers Miami ou Los Angeles, un code emoji que tout le staff connaissait, classifie un gorille pour signaler qu'aucune limite ne tiendrait. L'une évoque une suite d'hôtels calfeutrés où, après avoir refusé, elle se serait retrouvée nue dans le couloir, téléphone confisqué. L'autre décrit une villa tapissée de caméras et la menace implicite qu'une vidéo compromettante puisse briser sa vie d'un clic. Ces récits individuels s'imbriquent dans un tableau plus vaste. Plus de 30 témoins au total, parmi eux un ancien garde du corps qui parle de cash bags destinés à faire disparaître les mauvaises surprises, un ingénieur son ayant vu des disques durs disparaître après des soirées trop débridées et un ancien chauffeur affirmant avoir conduit des invités incapables de tenir debout vers des hangars privés au petit matin. Les procureurs empilent reçus de jets, relevés bancaires, messages cryptés. Ils veulent prouver un système huilé par la peur, la dette émotionnelle et l'argent. Même la culture pop s'est invitée. Un rappeur célèbre affirme qu'après avoir décliné une fête, il aurait retrouvé sa Porsche en flammes devant sa maison. Un hasard que l'accusation présente comme un rappel brutal de qui commandait. Toutes ces voix, disparates mais convergentes, cherchent à montrer que derrière les hits planétaires se cachait une mécanique de prédation vieille de 20 ans. Mais la tempête publique n'a pas laissé la défense sans réplique. Marc Anifilo et son équipe ont riposté avec l'assurance de vétérans prêts à retourner l'orage, et Kwan Esséan. Dans un costume sobre, Anifilo s'est levé devant le jury avec un calme étudié. Chasse à l'homme, scénario à Hollywood, témoin soudainement inspiré par l'étiquette MeToo. D'entrée, il plante l'idée que le gouvernement, pressé de décapiter une icône du hip-hop, poursuit des fantômes plutôt que des faits. Il rappelle que Cassie a signé un accord civil lucratif avant de témoigner. Il souligne les pseudonymes, les immunités, les possibles profits médiatiques. Son mantra, où sont les preuves matérielles ? La stratégie est frontale, démonter la crédibilité pièce par pièce. Anifilo fait ressortir les contradictions temporelles entre les journaux de bord des jets et les souvenirs flous des témoins, pointe les messages supprimés ou sortis de leur contexte, s'étonne qu'aucune des vidéos compromettantes annoncées n'ait été produite. Pour chaque accusation de coercition, il aligne des photos de soirées souriantes, des SMS apparemment consentants, des billets de première classe réservés au nom des mêmes plaignantes, preuve selon lui d'un style de vie partagé plutôt qu'imposé. Puis vient l'attaque institutionnelle. La loi RICO, dit-il, a été conçue pour démanteler la mafia, pas pour diaboliser un producteur de musique. En liant des faits séparés sur 2 décennies, le gouvernement, affirme-t-il, transforme des erreurs morales ou de gestion en complots criminels tentaculaires. Il martèle que la prescription de 5 ans pour RICO n'est pas qu'un détail. Si la Combs Enterprise s'est réellement éteinte avant 2019, tout le château d'accusations s'écroule. Enfin, choix audacieux, la défense n'appelle aucun témoin phare. Elle parie sur le fardeau de la preuve qui pèse entièrement sur l'accusation. Didi, impassible derrière la table des prévenus, ne prend pas la parole. Silence stratégique pour éviter les pièges d'un contre-interrogatoire. Anifilo conclut comme un prestidigitateur « Si vous devez douter, même un instant, de la cohérence de ce scénario, votre devoir est clair, non coupable. » Reste à voir si la magie de la rhétorique suffira à effacer les récits gravés dans l'esprit des jurés, ou si, malgré la défense implacable, les instructions du juge deviendront un véritable labyrinthe juridique où la moindre incohérence peut condamner. Le marteau du juge a claqué, et la salle s'est faite cathédrale. Face au jury, le magistrat a déroulé un parchemin de règles si dense qu'il aurait pu l'étouffer la plus infime étincelle de certitude. Première clé, le doute raisonnable, présenté non comme un pressentiment, mais comme une conclusion froide enracinée dans le bon sens et l'expérience commune. À chaque mot,
Il rappelait que l'acte d'accusation n'est qu'une accusation, que les plaidoyers, aussi brillants soient-ils, ne sont pas de preuves, que seul compte ce qui a résonné sous serment ou scintillé sous les projecteurs des écrans de la salle d'audience. Puis, comme pour mieux souligner la complexité du filet tendu, il a démembré les 5 chefs un à un. Le RICO, d'abord. Il suffit de 2 offenses prouvées sur 20 ans, a-t-il expliqué, pour transformer une suite d'événements séparés en complot organisé. Kidnapping présumé, témoins intimidés, trafic suiscuel, distribution de poudre, chaque acte est un filament mais tressé, ils deviennent une corde capable de tirer un empire vers l'abîme. Quant aux chefs dédiés au trafic et au transport pour prostitution, il leur a donné des contours austères. Un billet d'avion payé, l'attitude de détourner les yeux, et le crime prend cher. La salle a vibré quand il a évoqué la prescription. Si l'entreprise Combs s'est éteinte avant 2019, RICO s'effondre. Subtile bombe à retardement. Une seule erreur de datation pourrait libérer l'accusé. Il a martelé que l'intention seule n'est rien, qu'il faut un pas concret vers le crime pour tenter, qu'il faut encourager sciemment pour aider et abattre. Et, comme un gardien d'un temple antique, il a insisté. Vos préjugés invisibles peuvent vous tromper. Vint ensuite la valse des détails. La valeur relative d'un témoin sous immunité, la prudence à accorder au diagramme projeté durant les plaidoiries, l'interdiction absolue de consulter X ou Instagram. Chaque consigne sonnait comme une incantation destinée à décontaminer les esprits. Les alternates, eux, pouvaient rentrer chez eux, mais leur téléphone deviendrait la clochette du destin si l'un des 12 tombait malade ou s'égarait. Quand la litanie judiciaire s'est achevée, le juge a soufflé. « Prenez le temps qu'il faudra. » Ces mots flottaient encore, que la porte capitonnée se refermait sur les jurés, laissant derrière elle un souffle d'inquiétude dans la galerie. Bientôt, le silence céderait la place aux voix contrariées d'un huis clos brûlant. À 11h30, les 12 ont pris place autour d'une table ovale, leurs badges jurés posés comme des jetons de poker. Ils ont élu le numéro 5 Foreperson, un analyste financier habitué aux chiffres vertigineux, désormais comptable d'âme et de lame de preuve. Au-delà des murs épais, l'agitation médiatique grondait, mais à l'intérieur régnait une atmosphère de bunker. Téléphone scellé, fenêtres occultées, café tiède pour unique compas temporel. La première heure s'est écoulée dans un ballet de regards. Certains relisaient fébrilement leurs notes. D'autres tournaient le stylo entre leurs doigts comme un crucifix moderne. Puis survint la déflagration. Une note griffonnée, glissée sous la porte, signalant que le juré 25, un retraité du Bronx, peinait à suivre les instructions. Migraine? Confusion? Mauvaise foi? Nul ne savait. Dans la salle d'audience rouverte en urgence, la défense a voulu rassurer. « C'est le premier round. Laissez-leur respirer. » Le procureur a murmuré que la question était sensible. Le juge, après un souffle long, a renvoyé une missive. Devoir de délibérer, obligation d'écouter et retourner au travail. De retour au secret, les voix se sont fait plus vives. La masseuse de 40 ans a brandi la définition du doute raisonnable comme un bouclier. Le jeune ingénieur du Queens a sorti un diagramme mental reliant chaque témoin à chaque accusation. La directrice d'école à la retraite a parlé d'exemplarité pour les enfants qui la regardaient peut-être aux infos du soir. Les caractères se sont percutés. Cœur contre cerveau, intuition contre chronologie, empathie contre loi sèche. Pendant ce temps, dans les couloirs, les alternates traînaient comme des fantômes en costume, prêts à remplacer un rouage cassé. À l'extérieur, Janice Combs est entrée sous les applaudissements de supporters tout de noir vêtus. Son fils, lui, restait invisible, enfermé dans la pièce voisine, entouré d'avocats au silence impénétrable. Chaque minute perdue par le jury vampirisait un peu plus l'air de la ville, comme si New York entier retenait son souffle avec eux. À la tombée de l'après-midi, l'horloge brisée de la salle a pris un tour désordonné. Certains jurés voulaient prolonger jusqu'à la nuit, d'autres rêvaient d'un bref répit pour clarifier leurs idées. Le Foreperson a tapé du poing, rappelant que la décision devait être unanime, pas unanimement rapide. Et tandis que les voix se fondaient en un murmure obstiné, le destin d'un empire pendait toujours à un fil que le moindre mot mal choisi pourrait rompre à jamais. Dehors,
Un vent frais fouettait la façade de marbre. Dedans, la tension montait, prête à craqueler le vernis de la neutralité. Il suffisait d'une étincelle, d'un souvenir, peut-être d'un fantôme du passé, pour que le fragile équilibre se renverse. Frisson a couru sur les façades californiennes quand, à l'aube d'un lundi de mars 2024, des agents fédéraux ont déferlé sur 2 villas jumelles, Los Angeles et Miami, côte est, côte ouest, même balai méthodique, portes défoncées, coffre-fort ouvert, carton scellé aux initiales SPD. Les voisins encore en pyjama ont aperçu des palettes entières de hard drive, des fioles d'huile exotique, des carnets d'adresses aussi luxueux qu'un bijou. Rien n'a filtré officiellement, mais la rumeur s'est répandue plus vite qu'un refrain sur TikTok. On y aurait trouvé des enregistrements privés, peut-être une encyclopédie du chantage prête à être monnayée. Dans la foulée, les partenaires commerciaux ont senti le sol vibrer sous leurs pieds. Le géant des spiritueux qui distribuait la marque de tequila signée Combs a soudain parlé de divergences stratégiques avant de suspendre la promotion mondiale. Les plateaux télé recevaient en catimini des communiqués laconiques, contraints en révision tant que la procédure reste ouverte. Revolt, la chaîne média labellisée Made by Black Culture, a dû publier une lettre aux employés. Kist, aucun salaire ne serait touché, mais les annonces publicitaires se raréfiaient et les annonceurs attendaient le verdict, comme on scrute la météo avant un décollage. Dans les sous-sols de l'industrie, d'anciens collaborateurs ont flairé le moment pour sortir de l'ombre. Un ingénieur du son viré en 2011 raconte, contre cachet, qu'on lui aurait proposé un bonus pour effacer des pistes vocales compromettantes. Un vidéaste indépendant jure qu'il a tourné 10 heures de coulisses jamais diffusées, fêtes masquées, contrats signés au champagne, accords de confidentialité brandis sous l'éclairage stroboscopique. Une ex-assistante narre des réunions crises planquées dans les coulisses d'un Super Bowl où l'on aurait fixé le tarif du silence comme on fixe le cours de la bourse. À chaque témoignage, le mythe gagne une ride, les fondations craquent comme un vieux parquet. Mais l'ombre la plus longue n'est pas née des villas ni des accords publicitaires. Elle vient de ces plaintes civiles qui s'empilent depuis 15 ans. Dawn Richard, Lil Rod, d'anciens danseurs, un chauffeur limogé, tous décrivent le même triangle, luxe, contrôle, loyauté forcée. Les avocats de Combs qualifient ces poursuites de « copier-coller opportuniste », mais la simple existence d'un tel cœur renforce l'écho des témoins du procès fédéral. Dans les couloirs du tribunal, on chuchote qu'une condamnation ouvrirait la boîte de Pandore. Classe action, gel d'actifs, cascade d'avenants résiliés. Et pendant que le jury s'échine, chaque actionnaire, chaque ancien partenaire, chaque ex-allié retient sa respiration, prêt à retourner sa veste dès que le vent tournera. La question n'est plus de savoir si l'Empire vacille, mais jusqu'où la chute pourrait résonner. Les fondations craquent déjà, et le moindre déluge judiciaire pourrait transformer une fissure en abîme. Pourtant, malgré les fuites, malgré les raids, une vérité demeure suspendue. Tant que 12 voix n'ont pas parlé d'une seule, tout ceci reste promesse, pas sentence. À l'instant même où les jurés lèveront leur stylo, l'histoire penchera vers la rédemption ou l'effondrement total. L'horloge immobile du tribunal affiche 18h07 quand le greffier annonce le retour du jury. Dans la salle, l'air pèse plus lourd qu'une basse 808. Même les bancs de bois semblent retenir un souffle invisible. Didi fixe le sol, paumes jointes, le regard d'un homme qui a tout parié sur l'inflexible hasard des consciences. Ses enfants, alignés derrière, s'agrippent au moindre signe, à la moindre vibration. Les jurés pénètrent, regard rivé devant eux, comme investis d'un secret antique. Aucun murmure, aucun clignement de trop. Seule la crispation des phalanges autour d'un dossier cartonné trahit la tempête intérieure. Le fort personne tend l'enveloppe scellée. Le juge la saisit, rompt la tâche, survole les lignes avec une neutralité d'acier. Le cœur de la salle bat en syncopé, mélange d'espoir et de panique. Puis, la voix tombe, coupante, égrenant chaque chef comme on abattrait un couperet sur une corde. À chaque mot, coupable ou non coupable, le silence se déchire, mais aucun cri ne jaillit. Seules les respirations changent de rythme, comme si chacun recalculait en direct l'avenir du hip-hop, celui de la justice et peut-être le sien propre. Si l'absolution l'emporte, le mogul ressort libre mais meurtri. Ontras à renégocier, images à rebâtir, légion de plaignants civils à contenter. Il pourrait convertir l'épreuve en récit de renaissance,
clipper son triomphe, signer un documentaire exclusif, redorer sa légende sur la scène de Madison Square Garden. Pourtant, même blanchi, l'ombre des révélations continuera de rôder. Certains fans applaudiront, d'autres verront une parodie d'impunité. Le hip-hop, lui, devra sonder sa conscience. Jusqu'où tolérer l'indicible pour une ligne de basse plus lourde que les autres. Si la culpabilité retentit, c'est un autre registre qui se joue. Le palais fédéral deviendrait la première étape d'un voyage vers une cellule où l'écho d'anciens refrains se heurterait au cliquetis des serrures. Les actifs musicaux pourraient être saisis, les marques d'alcool liquidées, les associés historiques se ruant pour sauver leur propre réputation. Les témoins, eux, vivraient un paradoxe. Soulagement, mais aussi exposition, dans une lumière médiatique parfois aussi violente que les actes qu'ils ont dénoncés. Les futures tournées, collaborations, tributes seraient envahies d'un vide paradoxal, discontent, comment rendre hommage à des hits sans évoquer le procès qui les a engloutis. Et s'il existait un troisième scénario, l'impasse. Un jury divisé, un procès déclaré nul. Aux yeux du monde, aucune vérité n'aurait vaincu l'autre. Le gouvernement pourrait relancer les dés, la défense hurler à la persécution, les victimes replongées dans le doute. L'industrie, déjà amputée, se retrouverait prise entre l'envie de tourner la page et l'impossibilité de la refermer. L'affaire deviendrait un mythe contemporain, cité en exemple dans chaque débat sur le pouvoir, la responsabilité et l'argent roi. Quelle que soit la sentence inscrite ce soir-là, quelque chose s'achève. Soit l'illusion d'invincibilité qui entourait un empire sonore, soit la quête de justice d'un cortège de voix longtemps étouffé. Les projecteurs s'éteindront sur la salle, mais l'écho du marteau résonnera bien au-delà des murs de marbre. Car au bout du compte, c'est la mémoire collective qui portera le verdict le plus durable, celui que l'on rejoue, encore et encore, chaque fois que retentit le beat qui a fait danser une génération entière.